Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 18 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit à faire une réflexion concernant les binationaux et une réflexion un peu en général, mais nous allons tâcher de particulariser cette réflexion par rapport au cas de la République démocratique du Congo. Ils sont nombreux à choisir de plus en plus les pays africains, leur pays d'origine. Et c'est de cela que nous allons parler justement, parce que cette dynamique qui a commencé beaucoup plus avec les pays de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, est en train de s'étendre sur le continent africain du côté du sud du Sahara, notamment avec des pays comme la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo aussi, qui voit de plus en plus de binationaux venir avec confiance dans la tanière. Il faut dire que Jean-Florent Ibenge Ikwangé avait travaillé pour. Actuellement, Sébastien Desabre doit être le sélectionneur qui a le plus convaincu les binationaux congolais. Alors c'est le média Afrique Foot qui nous en parle au travers d'un article intitulé « À la fois le choix du cœur et de la raison ». Pourquoi de plus en plus de binationaux privilégient les sélections africaines à l'Europe? Très intéressant cette réflexion. Je vais donc vous lire cet article qui nous en parle. Les jeunes binationaux nés en Europe n'hésitent plus à opter pour leur pays d'origine, séduits par des projets sportifs crédibles et des perspectives nouvelles. Une tendance qui reflète un rééquilibrage discret mais profond dans l'attractivité des sélections africaines. Décryptage. Le discours est ferme, teinté d'une pointe d'agacement qui confine presque à de l'intimidation. Début mars, Vincent Manhart, directeur technique de la Belgique, réagit vivement à la décision de Chemsdine Talbi, jeune prodige du club Bruges, d'opter pour le Maroc plutôt que pour les Diables Rouges. L'ailier de 20 ans, natif de Sambreville en Wallonie, avait pourtant fait toutes ses classes dans les sélections de jeunes Belges, U15, U17, U18. Ils sont nés ici, les clubs investissent beaucoup de temps et d'énergie. S'ils ne veulent pas choisir la Belgique, c'est leur droit, mais qu'ils ne le disent clairement, peste le dirigeant, faisant allusion à la perte d'autres talents comme le Lillois Mathias Fernandez Pardo, Espagne, la pépite de Genk Konstantinos Karetas, Grèce, ou encore Ilaï Kamara, milieu du Standard de Liège et ex-international espoir qui a préféré le Sénégal. La CAN 2023, révélateur de l'ampleur du phénomène. Si cette série de volte-face s'explique par le déclassement récent de la Belgique, elle met surtout en lumière un phénomène plus large, un rééquilibrage, voire un relatif renversement du rapport de force entre sélections européennes et africaines pour attirer les jeunes talents binationaux. Longtemps relégués au rang de plan B, les pays d'origine s'imposent désormais comme un choix prioritaire, souvent acté très tôt, sans atermoiement, autrefois perceptible chez ces joueurs partagés entre deux terres. Les exemples foisonnent. Au Maroc, on recense instinctivement une dizaine de cas marquants. Elis Ben Seguir, Amin Adli, Ossan Sarawi,
Ilyas Akomash, Chadi Riyad en Algérie aussi, avec notamment Riyad Ait Nouri, Amin Gouiri, Ibrahim Maza, sans oublier la Tunisie, Hannibal Bejbri, et des nations subsahariennes comme le Sénégal, Hassan Diao, né au Sénégal mais arrivé en Espagne à 3 ans, Pape Gay, Haruna Sangane, ou la République démocratique du Congo, Ngalael Mukaou, Noah Sadiki. La dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire illustre parfaitement cette dynamique. 200 des 630 joueurs sélectionnés n'étaient pas nés sur le continent, soit près d'un tiers du contingent. Seule l'Afrique du Sud, la Namibie et l'Égypte n'alignaient aucun joueur né à l'étranger, signe révélateur de l'ampleur du phénomène. Et le prochain rendez-vous continental, la CAN 2025 prévu en décembre au Royaume chérifien, devrait entretenir cette tendance. Cette bascule s'est véritablement amorcée avec la stratégie structurée mise en place dès la fin des années 2000 par la Fédération marocaine de football FRMF. Nasser Largué, ancien directeur technique national DTN 2014 à 2019, en a été l'un des principaux artisans. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'on approchait les binationaux trop tard, souvent à 20 ans, quand leur choix était déjà fait. Il fallait intervenir plus tôt. Nous avons créé un réseau pour identifier et convaincre les talents dès 13 ou 14 ans, en présentant un projet clair et ambitieux avant que les sélections européennes ne s'y intéressent, raconte à Afrique Foot l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui DTN de la Fédération saoudienne de football. La performance au Qatar a changé la perception. Pour repérer les futurs lionceaux et lions de l'Atlas, Largué met en place un dispositif précis, un recruteur en France, un aux Pays-Bas, un en Belgique et un dernier pour couvrir l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Un maillage global percé pour convaincre très tôt les prospects éligibles avec le royaume chérifien. Il ne s'agissait pas seulement de toucher la corde sensible de l'attachement familial, mais aussi d'offrir un projet sportif crédible, développe Nasser Largué. Nous expliquions aux familles que le choix du Maroc pouvait être à la fois un choix de cœur et de la raison. Un joueur incarne la réussite de cette stratégie. Achraf Hakimi, né dans la capitale espagnole, est formé au Real Madrid. Sollicité très jeune par le Maroc, le latéral droit a privilégié les Lions de l'Atlas au détriment de l'Espagne. Son choix a inspiré beaucoup de jeunes car il a montré qu'on pouvait s'épanouir sportivement avec le Maroc et viser les sommets, souligne Largué. La qualité des infrastructures marocaines comme le complexe sportif Mohamed VI et l'épopée jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 ont donné un coup d'accélérateur considérable à cette dynamique. La performance au Qatar a changé la perception. Le Maroc est désormais vu comme une nation capable de rivaliser avec les meilleurs, poursuit-il. Une progression que le Royaume espère confirmer, notamment co-organisant aux côtés de l'Espagne et du Portugal la Coupe du Monde 2030. Pour convaincre durablement, il faut un projet sportif clair. Là où, auparavant, la crainte d'une décote et d'un préjudice financier freinait le choix du pays d'origine, la donne a évolué ces dernières années. Aujourd'hui, des joueurs comme Hakimi, Marmouche et dans un passé récent, Mahrez montrent qu'on peut réussir en choisissant une sélection africaine. L'idée que représenter un pays africain serait un frein à une carrière prestigieuse en club n'est plus vraiment fondée, analyse Mohamed Touileb, journaliste spécialisé sur la question des binationaux pour la Gazette du Fennec. De son côté, l'Algérie voit également évoluer la perception de ce choix. Avant, c'était un choix par défaut quand la porte de l'équipe de France serait fermée. Depuis la CAN 2019, le choix de l'Algérie est davantage assumé. Mais pour convaincre durablement, il faut un projet sportif clair pour suivre. Mohamed Touileb évoquant le rôle d'Imour Mossen, scout officiel chargé de détecter les binationaux en Europe. Cet enjeu du projet sportif est central. Beaucoup de jeunes et leurs
familles comprennent aujourd'hui qu'avec l'élargissement du nombre de places africaines pour le mondial 2026, la perspective de disputer une Coupe du Monde devient beaucoup plus réaliste avec une sélection africaine qu'avec une grande nation européenne. Cela change la donne, insiste Bassirou Sako, agent affilié à la fédération anglaise. Et puis, il ne faut pas croire que jouer pour une sélection africaine n'apporte rien économiquement. Dès qu'un joueur a un statut international, sa valeur monte. Les gros talents inaccessibles. Mais ce mouvement du nord vers le sud n'est pas uniforme ni irréversible. Lamine Yamal, immense espoir du football mondial, a préféré l'Espagne malgré l'intérêt insistant du Maroc. Ryan Cherki, en dépit d'une volonté manifeste de l'Algérie de l'accueillir, a acté son choix pour la France en jouant en compétition officielle avec le bleu lors des derniers Final Four, tout comme Désiré Doué qui a aussi choisi l'équipe de France alors que son frère Guela Doué évolue avec la Côte d'Ivoire comme d'autres joueurs européens d'origine africaine. Il faut comprendre que pour les très grands talents, quand les perspectives sportives avec une nation comme la France ou l'Espagne sont solides, le choix reste souvent européen, tempère Bassirou Sako. Bien que la fédération ait tenté de le convaincre, Cherki a clairement affiché sa préférence pour la France à Caisse Mohamed Touleb. Il faut reconnaître qu'il a eu l'honnêteté de l'annoncer, même si cela a déçu certains supporters algériens. Islam Slimani, meilleur buteur de l'histoire de Fennec, a récemment provoqué un débat en affirmant qu'on ne devrait pas parler de choix concernant l'Algérie, estimant qu'on ne choisit pas ses origines. Reste désormais à savoir quelle sera la décision. Jeunes talents comme Ayoub Boadi, 17 ans, et Magnès Akliouche, 23 ans, deux très gros espoirs nés en France et courtisés respectivement par le Maroc et l'Algérie, opteront-ils pour le pays de leurs ancêtres ou poursuivront-ils le rêve bleu? Voilà donc une réflexion très intéressante et qui s'applique bien évidemment à la République démocratique du Congo, qui a vu beaucoup de binationaux aussi rejoindre ses rangs. On a cité dans cet article notamment Ngalaël Moukaou, mais Ngalaël Moukaou, lui, n'avait peut-être pas été visé par la Belgique. La Belgique dormait. La Belgique s'est réveillée quand le jeune quitte Malines pour Lille, et grâce au beau-frère national qui a tenté de le convaincre. Malheureusement, le choix était déjà fait. C'était trop tard. C'est à se demander si Moukaou ne regrette pas ce choix-là, entre parenthèses. Mais pour Noah Sadiki, la situation est différente. Le joueur jouait déjà avec l'équipe de jeunes de Belgique, mais il a eu à faire un choix très clair, sans même que Sébastien Desabre n'ait pu le contacter. Il était contacté par les Léopards U20, il faisait partie de cette équipe-là, mais il a très clairement choisi la République démocratique du Congo. Est-ce que la problématique des infrastructures au niveau du Maroc et d'autres pays du Maghreb tels que l'Algérie par exemple, ou encore la Tunisie, on peut comprendre que l'Algérie, le Maroc puissent présenter un projet attrayant? Est-ce que c'est le même cas que la RDC, puisqu'en termes d'infrastructures, on est très loin de ces pays-là? Mais comment expliquer qu'avec l'avènement de Sébastien Desabre, on commence à avoir pratiquement les mêmes résultats? C'est vrai que nous sommes, nous, à milieu des... Si on parle en termes d'infrastructures sportives, je vais m'arrêter sur le sportif, des pays comme l'Algérie, la Tunisie, voire même le Maroc, ce sont des pays, même l'Égypte, qui, si un pays déclare forfait pour la CAN, dans les 2 semaines qui suivent, ils peuvent reprendre relais et organiser cette CAN sans construire de nouveaux stades ou bien même des hôtels ou bien voir des routes. Nous, on n'a que le projet sportif et le patriotisme de ces joueurs pour mettre en avant. C'est vrai que si on regarde bien, dans les années, moi personnellement qui ai grandi du côté de la Belgique, dans les années 90, 80, tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? Les Congolais avaient le lien avec la Belgique par rapport à Maman Hermozolamba, Balingala, quoi, Norobetayo, tout ça, c'est toujours le mot qui revenait, Basi Baokangabamo Souki, même les garçons Baokangamo, Mère Okangabasouki, Tatamo Okangabamo Souki, la nourriture, pour nous, tout ça, il y a un mot depuis, au moins, donc plus culturel, vraiment. Nous, la musique, mon papa, c'est CDF. Papa, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, maintenant, ces enfants n'ont plus besoin d'être en contact avec leur pays d'origine à la maison grâce à leurs parents. Il suffit d'un chat pour regarder les matchs des Léopards, et on le voit souvent avec William Balikucha, ou voire même, on espère, le futur Léopard William
Kambwala qui a choisi Willy Kambwala. Willy Kambwala qui a choisi la République démocratique du Congo et qui après chaque match des Léopards s'enthousiasmait du résultat surtout lorsque la République démocratique du Congo gagnait. Donc ces gens-là, tous ces jeunes ont un contact avec la République démocratique du Congo. Ils savent tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Tout ce qui se passe en RDC, tu n'as pas besoin de vivre en RDC pour le savoir. Donc, dans tous les domaines, donc c'est un peu cela. Et d'ailleurs, c'est ce que Noah Sadik avait dit. C'est vrai qu'il sait ce qui se passe au Congo. Il n'a pas envie que... Il veut venir voir et améliorer les choses. Tout à fait. Donc, il vient pas en terrain inconnu. Il sait comment ça s'est passé dans le passé et il sait comment ça va se passer. Il sait qu'il y a des améliorations. Là, il faut pas quand même jeter l'eau du bain avec le bébé. Tout n'est pas mauvais. Il y a des améliorations, d'autant plus, surtout depuis que Sébastien Desabre est en place. On l'a vu aussi à l'époque aussi de la génération Marbella vers la fin des années 90, je crois, vers les années 2000, avant d'arriver à 2010, vers 2009-2008, la génération Marbella constituée des Laris Mabiala, des Youssouf Moulumbu, des Cédric Mongongo. Mongongo, c'est un jeune, c'est vrai qu'il était encore congolais sur papier, mais à 19-20 ans, il commençait déjà à jouer avec le 100 club de l'AS Monaco. Moulumbu jouait en réserve, tantôt en réserve, quelques matchs aussi avec l'équipe première du Paris Saint-Germain. Ces jeunes-là aussi pouvaient attendre, ils pouvaient se dire que je vais attendre calmement mon heure, peut-être que la France, ou bien dès que j'ai mes papiers, je s'agirai la France. C'est vrai que Noah Sadik qui est l'exemple parfait. Il quitte Anderlecht, qui va signer à l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise qui à ce moment-là n'est pas une équipe qui joue la relégation. C'est une équipe qui chaque année se battait pour être champion. Il commence bien l'année, il est titulaire indiscutable. Il aurait pu se dire aussi, j'attends mon heure, Tedesco va m'appeler sans doute avec la Belgique, j'attends mon heure et tout ça. C'est vrai que Ngalel Moukao, il choisit la RDC lorsqu'il joue, il est en réserve avec l'équipe de Malines. Là, il joue avec les U23. Ensuite, en janvier, avec le nouvel entraîneur, sa situation en club change, il devient titulaire indiscutable, d'où la convoitise des équipes comme l'Inter, Bologne, voire Bruges. Et il signe à Lille. Il peut se dire aussi, là, il a encore... Sébastien Le Sam ne l'a jamais convoqué. Tout à fait. Il peut se dire aussi, je suis jeune, j'ai 20 ans, j'attends pas calmement. En plus, je joue avec Thomas Meunier, le beau-frère national, qui est international belge. J'attends mon heure, ça viendra. Parce que ce discours-là, on le connaît, ce discours-là. Parfois, quand on appelle un joueur, il dit, je viens d'arriver dans un nouveau club, je dois d'abord m'adapter, tout ça. L'équipe nationale viendra après. On a vu ça avec Cyril Ngong qui disait la même chose. Et puis, dès que Tedesco l'a appelé, il a vite couru vers la Belgique. Donc, les bons résultats des Léopards, que ce soit la qualification pour la CAN, que ce soit lors de notre dernière CAN, la 4e place de la CAN, que ce soit pratiquement, on est à 4 matchs d'une qualification historique pour la Coupe du Monde. Tous ces résultats, ces jeunes aussi voient comment l'ambiance qu'il y a en RDC, quand la chaleur qu'il y a en RDC par rapport à la chaleur qu'il y a c'est vrai que quand tout va mal en RDC, c'est vrai que c'est aussi chaud. Mais en Belgique, on vous rappelle que vous êtes d'origine congolaise. Quand tout ne va pas bien, on vous rappelle que vous êtes d'origine congolaise. Donc c'est le genre de moi, je suis persuadé qu'avec les résultats et donc surtout avec Sébastien Desabre, ces jeunes-là, bientôt on pourra même rivaliser avec des pays comme la Belgique. Tout à fait, mais on peut dire que la République démocratique du Congo semble être à des années-lumière du Maroc. Il y a un nom qui est revenu dans cet article, il s'agit de Largué, le directeur technique du Maroc, qui justement a insufflé cette dynamique qu'on a vue du côté du Maroc. Il est parti d'un constat, il s'est dit que nous contactons ces jeunes tard, mais c'est à quel âge? 20 ans. 20 ans pour nous c'est très jeune. Pour nous 20 ans c'est très jeune, et ils ont commencé à le faire en 13-14 ans, avant même que les équipes européennes ne puissent contacter ces joueurs. Exactement, je me souviens même lors du match emporté la génération William Balikuch à des espoirs. Pratiquement toute l'équipe, en tout cas la moitié des équipes de l'équipe du Maroc des moins de 21 ans, c'était des joueurs qui jouaient au PSV Eindhoven, Anderlecht. Donc ces jeunes sont déjà habitués à la sélection nationale marocaine depuis les 17-18 ans. Et pas Abisso qui peut Moko. Il est en réserve, on dit Ayeka Nyaka Natala, ou Aaron Walbissa, Bandake pas la Bissoto, Zoaika Yaka, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi entre ces jeunes-là, c'est ce qui est malheureux. Alors qu'on peut avoir aussi une personne un détecteur qui, du côté de la Belgique, du côté de la France, voire même de l'Allemagne, qui
qui harcèle les parents, qui harcèle les joueurs, qui amène le projet Congo, voilà, le Congo compte sur toi, tout ça, le pour et le contre, si tu choisis la Belgique, tout ça, on lui amène ce projet-là, et je pense qu'au fur des années, on pourra quand même convaincre beaucoup de joueurs, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, qui hésite entre la Belgique et le Congo. Je pense que c'est déjà une victoire pour la République démocratique du Congo. Une très bonne chose, et justement, puisque vous parlez de la Belgique, il y a une structure qui existait en Belgique, j'hésite de dire que c'était une structure formelle, puisque c'était une structure qui n'avait pas eu le soutien du gouvernement congolais. J'aurais aimé que le Moudjahidine du sport soit là, pour qu'il puisse nous donner un tout petit peu des détails sur cette structure. Il s'agit de la structure binationaux, binationaux qui avait été créée, je pense, avec le coach Franklin Kimbongi, là, le coach Fibo. Finalement, quel a été l'objectif de cette structure? Est-ce que c'était seulement d'encadrer des jeunes binationaux congolais de Belgique, ou par ricochet, essayer de les convaincre aussi dès ce bas âge pour pouvoir choisir la RDC? C'est vrai, aujourd'hui nous avons des joueurs qui sortent peut-être de cet encadrement, de l'encadrement de cette structure-là, qui ont rejoint la tanière, mais rien à voir avec la structure en question. Alors, le Moudjahidine du sport congolais est là, lui, est mieux placé pour justement nous répondre à cette question. Parce que du côté du Maroc, Largué s'est décidé à convaincre des jeunes à partir de 13-14 ans, et ils ont eu la chance d'avoir un jeune qui s'appelle Achraf Hakimi, qui aujourd'hui est un modèle pour beaucoup de Marocains. Vous avez d'autres joueurs marocains il peut se montrer hésitant, mais est-ce qu'on l'équipe Achraf Hakimi? C'est la question maintenant qu'on peut se poser, parce que Achraf Hakimi arrive dans la sélection marocaine, il s'épanouit du côté du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, son nom est cité parmi les joueurs susceptibles de gagner le Ballon d'Or. Donc, ce n'est pas rien. Alors, vous avez créé cette structure-là. Quel était l'objectif? Est-ce que c'était seulement encadré ou bien quelque part qu'on se l'appelle à mes parents qu'on compte déjà une idéologie à léopard? Bon, déjà, le nom de la cellule, c'est la cellule de détection et de récupération des binationaux. Bien entendu, on avait appelé ça BXL parce qu'on a commencé à Bruxelles. Et il y a la chaîne, justement, dont notre confrère ici, Juno, sur place, est en train de prendre le relais. La chaîne Binationaux, BXL. Et si vous suivez cette chaîne, les premières vidéos, appartiennent à cette cellule. On avait commencé par la cellule, premier entraînement, et le coach Otis Ngoma était là avec son fils Cyprien, et il y avait d'autres, le grand frère de Anthony Vandenborg, international belge, né à Lubumbashi et Alikasi justement, était présent aussi. Le but était de détecter d'abord et ensuite récupérer. Donc, récupérer comment? Par tous les moyens possibles. On a eu des jeunes et puis des joueurs d'élite. On avait des joueurs qui jouaient à Bruges, à jouer à Malines, et déjà dans la catégorie. On avait par exemple Rocky Bouchiri, qu'on avait été chercher du côté de Ostende. Il était venu avec ses frères dans les premiers entraînements. Il y a d'ailleurs une interview. Il y a des joueurs comme Elton Kabango qui actuellement est à Lyon Saint-Gilloise. Il y en avait d'autres. Mais c'est qui nous blessait un peu, parce que dans les tournois qu'on avait gagné, on avait gagné 5 tournois en 2 ans, je pense, avec cette cellule de détection. Mais ce qui nous fait un peu mal, c'est de voir qu'il y a certains de nos coachs établis, je ne vais pas citer les noms, ceux qui avaient des postes, coach de I-17, coach qui avaient l'habitude de moissonner comme ça des échecs, mais qui étaient maintenus chaque fois, renouvelés en poste, qui avaient vu en cela qu'il y a des concurrents, parce que nous voyons gagner des tournois, parce que même le match que la RDC avait joué contre l'Angleterre, perdu 8-0 avec Otis Ngoma, mais il y avait nos binationaux là-dedans. Et Otis Ngoma avait été puisé aussi dans le lot. Le coach Chibas, Eric Chibas aussi, avait joué un tournoi aussi, je crois, du côté de la France, du nord de la France. Il avait récupéré aussi quelques binationaux comme ça. On peut pas dire que ce sont nos joueurs. Le but, c'était ça, justement, que certains puissent opter pour la RDC, parce qu'au moment où on a pris Rocky Bouchiri, il n'avait jamais joué avec la Belgique, même une seule seconde, dans la catégorie d'âge, parce qu'il était U17, donc il avait 16 ans. Vous voyez qu'on avait été aussi un peu plus bas. Je peux encore ajouter que
il y a certains de nos adversaires dans ces tournois-là, des Congolais qui étaient par exemple soigneurs ou bien quoi dans le club de Dunkerque, qui sont venus nous prêter main forte. On arrive en finale, ils disent si je peux faire quelque chose, parce que dans un tournoi, vous savez qu'il y a des matchs de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, beaucoup de matchs, et parfois il faut masser les joueurs. Hein. C'est le coach Jean-Louis Dingondo qui le faisait. Et donc voilà un peu ce qu'on avait fait pour cette structure. Si on va même un peu plus bas, il y a un match de football qui est sur YouTube, RDC, binationaux, BXL, contre la sélection marocaine, justement. Vous avez parlé des Marocains, mais ils nous avaient impressionnés. Ils étaient venus d'Hollande avec un bus. Ils sont descendus avec les drapeaux, le maillot, ils portaient les maillots du Maroc. Donc bien organisé. Bien organisé. Nous, on a porté les maillots de la cellule de détection et de récupération, mais on les avait écrasés 5-2. C'était une sélection marocaine, mais des Marocains du Benelux, des Marocains de la Hollande et de Belgique. Donc c'était déjà... ça montrait déjà qu'ils étaient en train de sélectionner déjà des jeunes de U12, U13. Et nous, on s'était quand même imposé. Donc voilà, c'est juste que cette cellule-là, il y en a d'autres hein, qui font ce travail-là. Mais ce qui est dommage, je pourrais vous dire par exemple, et Dieu ne va pas me contredire, lorsque vous allez en Belgique, dans le club d'Anderlecht, vous savez combien de coachs de jeunes ils sont congolais? Même Anderlecht, même les Bayern de Munich actuellement, Vincent Kompany c'est le coach, mais ses adjoints sont congolais. Il en a au moins 2, ils sont congolais. Pourquoi on ne sollicite pas ceux-là? On va chercher d'autres. Bon, je ne vais pas citer les noms, on va aller chercher d'autres. Je peux donner un autre exemple. Bon, binational, mais c'est un natif de Lubumbashi quand même. Tout le monde le connaît en Belgique. Seth Nkandou. L'académie de Seth à Berkem Sainte-Agathe. Vous savez combien de joueurs sont passés par cette académie? Eh bien, on a le Joris Kayembe. Joris Kayembe est un pur produit de l'académie de Seth. C'est Seth qui l'a emmené pour signer son premier contrat au sein du Football Club de Porto. Il y a des images. Si on avait plus de temps, peut-être dans un autre truc, vous allez voir que Seth avait accompagné, c'est un Congolais, Seth Nkandou, de Lubumbashi. Donc, il y a des joueurs comme Romelu Lukaku, il y a des joueurs... On rencontrait des présidents comme Vidier Timanga là-bas. Les coachs Franklin Kimbongi là étaient parmi les encadreurs de cette académie. Mais jamais la RDC n'avait sollicité cette... Donc jamais la RDC ne s'est intéressée à cette. Donc, qu'il puisse venir apporter son expertise au pays. Non. On a eu des entraîneurs comme ça qui sont allés au pays et puis ils ont été balancés à la FECOFA. Après, on s'étonne. Hein? Donc voilà un peu, si vous posez la question aux binationaux en Belgique, est-ce que vous connaissez des entraîneurs congolais et tout ça ici en Belgique? Ils vont vous citer des noms. Hein? Par exemple, un autre, il a son académie, on l'appelle Méthode Macams. Je ne sais pas si Macams là, c'est Macambo ou bien quoi, quelque chose comme ça. Lui aussi, il est congolais, il produit aussi, il forme aussi des joueurs. Le papa Sadik. On n'a jamais parlé, c'est maintenant qu'on commence à parler de lui. Mais lui aussi avait son académie, lui aussi était coach de chez les jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Nous avons le coach Stopi Rampoy, Papi, qui vient de... actuel coach des Aigles. Des Aigles du Congo. Ben, il était à l'Union Saint-Gilloise. Vous voyez, tous ces coachs-là, ils sont mis sous les ténoirs des autres qui viennent là. Je ne sais pas si c'était les noms, mais vous savez, suivez mon regard, qui venaient à Kinshasa comme ça, et puis ils avaient des postes, coach de U20, coach de... Et surtout, même s'ils échouent, on continue à les maintenir alors qu'il y a de l'expertise congolaise, bien évidemment. Combien d'éliminations nous avons eu avec nos U17 là? Il n'y a que le coach Baudouin Lofombo, ancien buteur de Léopard, qui nous avait qualifié à la CAN U20. Et puis, à part lui, c'est récemment ici, c'est qui est le coach Guy Boukassa. Voilà, Guy Boukassa. Donc, voilà. Et donc, on peut dire que cette structure binationale n'a jamais eu à bénéficier de l'attention de la Fédération congolaise de football association. Au contraire, on nous avait accusé chez Constant Marie que nous nous convoquons, que nous falsifions les documents. On a les cachets de la FECOFA pour convoquer les joueurs. Et les joueurs venaient avec leurs parents. Et en plus de ça, ils étaient pris en charge. Ils passaient une journée formidable. Ils étaient emmenés au restaurant. Alors qu'ici, au moindre truc, d'ailleurs, nos joueurs du Chan, hier, ils n'ont pas mangé. Tu es au courant? Le Chan, on est en train de... Mais leur argent de nourriture est parti à Barcelone. C'est ça. C'est ça le problème. Alors, ce qui me fait peur, pour conclure, on a été quand même assez long, ce qui me fait
peur, c'est que j'ai peur que Sébastien Desabre soit l'arbre qui cache la forêt. On voit du côté du Maroc, il y a une organisation, il y a toute une structure, il y a quelqu'un qui est en Belgique, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est dans un autre pays pour suivre les binationaux, un qui s'occupe de 3 ou 4 pays comme ça. Ici, c'est une dynamique. Je dis, quand même, à l'époque d'Ibenge, on a vu beaucoup de binationaux venir aussi. Il y avait aussi une très bonne dynamique à cette époque-là. Mais aujourd'hui, avec Sébastien Desabre, j'ai comme l'impression que si nous perdons Sébastien Desabre, nous allons retomber dans nos travers. Comme d'habitude, c'est ça le risque avec la République. Il n'y a pas vraiment une vision claire, une vision à long terme dans tous les domaines. Franchement. Donc, il y a un projet, que ce soit sportif, culturel, première question, c'est je gagne, qu'est-ce que je gagne? Personnellement, je gagne quoi? C'est pour ça qu'on voit, il y a... Oh non, mais vous allez gagner, les jeunes vont... Ah, papa! Il y a plein de projets qui ont été lettres mortes comme ça à cause de la vision égoïste, si je peux m'exprimer ainsi, de nos dirigeants. Une question de mentalité, donc ça, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Oui, c'est tout à fait, comme Gino vient de le dire, c'est... Après, qu'est-ce que... On a eu des entraîneurs quand même expatriés qui sont venus avec leur méthode. On peut dire que c'était une catastrophe pour Henri Depuré. Un grand nom, il faut dire qu'Henri Depuré, c'est un grand nom du football belge. C'était un grand joueur. Et comme entraîneur, il a aussi fait ses preuves du côté du Portugal, la belle NSS. C'était lui qui avait fait venir Richard Mapuata et puis aussi au FC Metz. Donc, Depuré est arrivé, mais... il a fait confiance aux vautours, ces adjoints-là congolais. C'est eux qui lui prenaient celui-là. C'était ça. Mais pour moi, j'estime que celui qui comprenait l'Afrique, c'était Claude Leroy, parce qu'il connaissait le roi. Je vois même dans comment ça vidéo, fonctionne. Il appelait Cyril Maria, le capitaine, et Gladys Bokesse pour leur donner l'argent. C'est eux qui devaient distribuer. Donc, il partait prendre l'argent chez Omari, il emmenait ça dans la chambre, et avec Cyril Moubiala et Gladys Bokesse, il leur donnait l'argent pour qu'ils aillent distribuer aux autres. Vous voyez, il comprenait le fonctionnement de l'Afrique. Et là où je regrette beaucoup, c'est ping-pong. Vraiment, l'équipe de Patrice Neveu jouait bien. On n'a pas eu de la chance. Il faut reconnaître, on menait en Égypte et puis on nous a annulé un deuxième but valable. Et puis ensuite, et puis il y avait qui sur le terrain? Loa, Mbokani, Nonda titulaire, Lofo Bongil. Quelle équipe? Sur le banc de touche, on avait Demputu, Mbayo. Donc, quelque part, je regrette un peu cet entraîneur-là. Et bon, et ensuite, il a échoué aussi au Gabon contre nous de surcroît. Mais il a fait quand même des très bonnes choses de très bonnes du côté du Gabon. Vraiment, c'est lui vraiment que je sentais qu'il avait une vision. Il y avait des matchs amicaux avec lui, des matchs amicaux contre le Gabon, notamment contre l'Algérie. Et il avait aussi un bel effectif. C'est à son époque, Laris Mabia là aussi. C'est lui. Tous ces gens-là, les Bongongo, Laris Mabia. Match Wana contre Égypte, 1-0 à Boutreka, Nazarana Stade. Ce sont des détails qui ont fait l'échec du côté. Vous savez comment on nous avait maltraités au Malawi, hein? Alors on menait aussi 1-0 là-bas, c'était un but de Loa, un tir puissant. On nous a annulé un deuxième but de Mbokani, quelque chose comme ça. Et puis maltraité les supporters de la tribune. Les images sont surtout par Congo Sport. Vous pouvez suivre ça si vous avez le courage. Même les excuses de nos joueurs qui étaient confus. Ils ont demandé pardon à la nation. Mais avec Neveu, il y avait moyen d'aller à cette canne-là. Il y avait moyen, mais bon. On courait après le Malawi qui avait créé l'espoir de battre l'Égypte que nous n'avons pas battu, justement. Et c'est derrière cela qu'on a couru et l'Égypte s'est qualifiée avec le Malawi. Mutoyo Azwaki idée ya kosala de Sébastien Desabre en même temps sélectionneur et manager na ebite zanani mais merci naïe. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 18 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur ce sujet plutôt intéressant. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à agrandir la famille Diasco Foot. Sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.